Bonjour Larangé. Bon, salut Fabrice, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh bien, nous allons faire une peut-être courte vidéo sur Tintin, et plus particulièrement les Tintin et la Lune, comme on le voit ici dans cette édition qui est à la classe, qui Édition rassemble... Moulin-Sart, hein. Édition Moulin, ça, voilà. Qui rassemble Objectif Lune et On a marché sur la Lune, Ouais. qui sont deux des plus emblématiques quand même des albums de Tintin, quoi, puisque... Donc Tintin marchait sur la Lune avant Armstrong, hein. Avant Armstrong, et c'est ça, ça a quand même mis Tintin dans le radar des Américains, je crois, à l'époque. Ça a mis Hergé, en tout cas, dans les auteurs encore plus dans les auteurs majeurs, peut-être en dehors de juste la Belgique et la France, quoi. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est... je sais pas si tu connais cet auteur, Émile Bravo. Oui. Il y a certaines personnes qui considèrent que c'est un des héritiers d'Hergé. Et il a fait une série aussi avec où il voyage dans l'espace. Une série de science-fiction, mais avec un personnage un peu d'humour Tintin, quoi. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelle, Antoine ou Julius ou... Ok. c'est facile à trouver. Ça me dit quelque chose. Ouais. Et donc c'est à ça que je pensais en premier, quoi. Ok. Donc Émile Bravo, si vous aimez Hergé, voilà. Mais donc, pour juste retracer, Tintin est une des séries les plus connues et les plus qui sont à la base, quoi, de la BD moderne. Ouais. Puisque c'est quand même du début du XXe siècle, mais c'est c'est l'auteur franco-belge le plus connu, toute catégorie, je pense, pendant très longtemps, en tout cas du XXe siècle. Il y a deux styles qui se sont développés. Le premier, c'est celui de Tintin, donc la ligne claire. Et après l'autre, c'était quoi? Je sais plus, je reviens jamais sur le nom. Le style de Franquin, tu Oui, veux le dire. style de Franquin, plus rond, quoi. On disait le style de Marcinelle, je pense. C'est bien possible. Je crois qu'il y avait encore une autre façon de le dire, mais Ouais. c'est juste. Ouais. Le style de Marcinelle ne vient qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Mais le style de Tintin a régné pendant longtemps. C'était la façon de faire la BD en Belgique, et peut-être au-delà, un peu au-delà. C'était la meilleure façon, quoi. C'était un style qui n'avait jamais été fait, c'est-à-dire à la fois simple, propre, et une façon de faire des personnages qui étaient reconnaissables partout, pour faire vraiment des séries à héros et des choses comme ça. Tintin a été la référence pendant ultra longtemps, quoi. Et donc, Et même référence pour des auteurs américains actuels comme Charles Burns, Chris Ware, même peut-être Daniel Close. Donc ça, il a vraiment influencé. C'est mondial son influence, quoi. c'est ça, et même ceux justement qui n'ont pas aimé spécialement son style ou quoi, il faut reconnaître que la plupart, même s'ils s'en sont détachés complètement, ça reste en fait n'ont que du bien à dire en fait sur les qualités de dessinateur d'Hergé et sur sa façon de faire la BD en général, quoi. Donc ça reste l'auteur majeur en fait du XXe siècle dans la bande dessinée. On peut pas parler de la bande dessinée en général sans connaître Hergé, quoi. Ouais, mais peut-être petite anecdote, Hergé n'aimait pas trop comment il dessinait lui-même. Oui. Et il aurait bien voulu être androuillet ou quelque chose comme ça. Tout à fait, parce que c'est un côté moins artistique, hein. C'est ça la ligne claire, c'est justement un peu plus simple dans les choses, un peu plus caricatural, et un côté plus épuré, qui laisse moins la place aux fantaisies, quoi. C'est un peu côté presque, tu vois, maintenant il y a pas mal de dessins par ordinateur qui est aussi moins créatif par certains Comme côtés. Bastien Vives. Ouais. Ouais. Où tu ne peux faire que ce genre de choses que si tu simplifies ton dessin par certains côtés, quand même. Cette manière très... peut-être pas comics, mais le côté petit dessin, quoi, qu'on pourrait dire à ça, et qui est effectivement un peu l'inverse d'un Druyet, d'un Moebius par certains côtés, qui font des grosses pages, des trucs qui débordent, et qui sont riches en plein de détails et tout. C'est vraiment l'inverse, quoi. Ici, les pages sont claires. Pourquoi est-ce que ça tient bien dans les cases? C'est parce que Tintin, c'était précis, quoi. Il y avait la place, quand on le voit, la place pour les bulles, la place pour le dessin. Chaque personnage doit être bien mis, ça se fait de gauche à droite. Tout est planifié, tout est avec une place précise, et ça permet un récit. Peut-être que c'est le côté aussi Black et Mortimer qu'on apprécie aussi tous les deux, quoi. Peut-être moins poussé, mais Black et Mortimer est peut-être encore plus poussé comme ça. Mais un dessin efficace pour faire un récit fort, quoi. Et Rayad Satouf, que tu parlais du découpage de Tintin, oui. Il prenait Hergé comme modèle de son découpage pour sa BD, quoi. Oui, et c'est pas pour rien, je crois que c'est...
pour ça, je crois il reste encore maintenant un modèle, effectivement, tu parles de Riyad Satouf, qui est vraiment au 21e siècle. C'est dire que 100 ans plus tard, en fait, c'est encore vu comme le modèle, quoi, oui. Et donc, Tintin, c'est un personnage mythique, mais Tintin, c'est aussi une constellation de personnages, quoi. Tintin, c'est un personnage un peu propre, quoi, qui n'est pas controversé, qui est toujours le héros parfait. C'est un peu le début aussi du côté, le héros qui est toujours dans le bon, quoi. Qui va représenter tout ce qui est bon et qui va toujours agir de façon appropriée. Mais c'est lui qui a le moins de caractère dans l'histoire, quoi. Pourquoi est-ce qu'on retient Tintin? Pourquoi est-ce qu'on aime Tintin? C'est pas que pour lui, c'est principalement pour le capitaine Haddock, pour Trifon Tournesol, c'est pour les autres, quoi. Et donc ici, ben justement, on a marché sur la Lune. Je dirais que ce qui le caractérise, c'est un côté déjà précurseur, comme tu l'as dit. Tintin a marché sur la Lune avant Lance Armstrong. Mais c'est un côté très scientifique. Et je crois que c'est pour ça que c'est un des albums, je trouve, les plus réussis de Tintin. C'est que Hergé, ici, a pris un aspect ultra réaliste. Une des grandes forces d'Hergé également, c'était sa documentation. Il raconte du début à la fin comment s'élabore un projet spatial, et il le fait bien, quoi. Et là-dedans, c'est pour ça aussi, et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup cet album, c'est la place que prend dedans alors Trifon Tournesol, qui est un personnage beaucoup plus comique, et qui est vu comme un savant, mais comme un savant fou, et qui est plus source de gags et de méprise, qui est sourd, et qui est qui donne l'impression d'être complètement idiot. Eh bien, c'est pas un hasard non plus. Pour cet album, on a Trifon Tournesol qui nous dit littéralement, ça, ici on est dans les choses sérieuses, c'est pour ça que j'ai un sonotone, je ne peux pas me permettre d'être sourd, puisqu'il dit lui-même, je n'ai qu'une légère sourdité, bien sûr c'est faux, il a une énorme sourdité, mais avec son sonotone il entend parfaitement, parce que les choses sont sérieuses, quoi. On est en train de concevoir des fusées et un projet spatial, on ne peut pas se permettre l'erreur. Eh bien la place que prend Trifon Tournesol dans ces deux albums est énorme, parce que c'est lui la vraie source de la possibilité pour... donc c'est pas fait par les Américains, c'est fait par une sorte de pays inventé, je sais pas si c'est la Sildavie ou la Bordurie, je crois la Sildavie. C'est fait par une sorte de pseudo-pays de l'Est. Donc ce serait comme si les Soviétiques, en gros, avaient réussi ce projet, quoi. C'est pas des Soviétiques, hein, ça n'a rien à voir ici, mais ça se passe en Europe, dans une Europe inventée, qui prennent Trifon Tournesol comme concepteur de fusée, et Tintin viendra l'aider, et au final deviendra l'astronaute, avec le capitaine Haddock, pour le projet, pour partir sur la Lune, quoi. Et donc, l'objectif Lune, c'est intégralement le projet spatial. On a marché sur la Lune, c'est le lancement de la fusée, arriver sur la Lune et essayer d'en revenir, quoi. Et donc, tout ça, c'est dans un cadre aussi d'espionnage, de guerre d'informations entre les différents pays et avec des espions, pour essayer de voler le projet, de voler la fusée et d'être le premier à réussir ce truc-là, quoi. On peut dire qu'Hergé, comme on a dit, Tintin a marché sur la Lune avant Armstrong, est un peu un visionnaire, comme un peu Jules Verne. Hein. Oui. Le Jules Verne, c'était de la Terre à la Lune, hein, je pense. Pas que ça, hein. Jules Verne, en fait, a été visionnaire sur un tas de choses. Il a fait de la Terre à la Lune. Mais il l'a envoyé en canon, quoi, à l'époque. Hein. C'était un club, il me semble, si je me souviens bien, un club de fusiliers, enfin d'artificiers, qui avait conçu un énorme canon pour envoyer sur la Lune des gens, quoi. C'était un côté un peu absurde, mais c'était aussi visionnaire, effectivement. Et Jules Verne était aussi visionnaire sur le sous-marin, sur plusieurs choses, en fait, sur beaucoup de trucs. Eh bien oui, donc, il y a d'autres albums de Tintin où on est quand même dans la pseudo-scientifique, mais plutôt dans le côté prévision. Donc l'Étoile mystérieuse, qui est une expédition pour retrouver une sorte de météorite qui est retombée, et aussi une expédition scientifique en bateau, qui est moins dans le côté prophétique, mais quand même dans le côté très, très détaillé et assez précis de comment se ferait justement une sorte de course à la météorite, quoi. Donc il y a déjà ce contexte-là avant, et c'est déjà presque le même type de déroulement que dans Objectif Lune, même si ça n'a pas le côté aussi épique que de changer de planète, quoi. Donc ça existait déjà. Et il y a aussi l'affaire Tournesol qui suit directement les albums Objectif Lune, On a marché sur la Lune, qui est encore une fois sur une invention qui n'existe sans doute pas pour du vrai, donc par onde sonore, où le professeur Tournesol a trouvé un moyen de briser la matière par le son, quoi. Donc ça marche potentiellement que sur les vitres dedans, mais pourquoi est-ce que c'est ça c'est plus une histoire d'espionnage justement et de kidnapping qui se fait. Pourquoi? Parce que certains pays prévoient que cette arme pourra être utilisée pour détruire des bâtiments complets, etc. Donc
c'est quand même un thème qui est présent à plusieurs reprises dans les Tintins, ce côté scientifique et mauvais usage ou possible mauvais usage de la science, quoi. Bah, de ce que je me souviens que les Dupont et Dupont étaient encore pas mal maladroits, il me semble. C'est tout à fait vrai, Ouais. c'est très juste. Surtout dans le deuxième album, en fait, ils sont présents vers la fin, je pense, du premier, mais surtout, ils sont catastrophiques, puisque le lancement de la fusée est compromis entièrement à cause d'eux, puisqu'ils se rajoutent au vol, et que le taux d'oxygène était mis en fonction de, je ne sais plus, 4-5 personnes, et que du fait que les deux Dupont soient présents, toute la marge d'oxygène en plus est déjà gommée, puisqu'ils ils se sont incrustés dans la fusée comme des idiots, et se retrouvent, ils peuvent mettre en risque que tout le monde s'étouffe avant la fin du retour, quoi. Donc les Dupont sont bien maladroits, ils font partie de la mission malgré eux, et rajoutent le côté maladroit, enfin justement comique, encore plus. C'est vrai qu'ils font partie aussi des personnages mythiques présents. Et je dirais, une des caractéristiques de Tintin, c'est que même encore maintenant, c'est lisible par n'importe qui, et des gosses qui sont en pré-lecture ou en début de lecture s'intéressent à Tintin et aiment ça, quoi. Donc les personnages qui ont été créés par Hergé, maintenant celui-là il date d'il y a 70 ans, ou un peu moins, sont encore intéressants maintenant, et que les Tintins ça reste un modèle de choses à montrer aux gosses, quoi, pour l'intérêt, quoi. Les personnages sont drôles, les aventures sont intéressantes, et même s'il y a beaucoup de textes, hein, où celui-ci en particulier est une aventure scientifique, et on pourrait se dire c'est incompréhensible par des gosses, en fait si, le fait partir en fusée, aller sur la Lune, c'est assez simple pour mobiliser et avoir un côté... Et de nouveau, on parle, je reviens sur l'efficacité des dessins, mais sa conception de la fusée rouge, blanche, des sièges particuliers dans la fusée, ou des choses comme ça, la vision hors de la Terre, c'est tellement bien réussi dans sa simplicité que même maintenant, sans avoir le côté spectaculaire des dessins animés, ça reste intéressant en fait. Il y a un film qui est sorti un peu comique avec Scarlett Johansson et Channing Tatum qui s'appelle To the Moon, et sur donc le voyage sur la Lune d'Armstrong. Donc ok. Quel est le principe du film, parce que je ne vois pas. En fait, Scarlett Johansson, il y a une partie qui est un peu inventée, elle fait de la pub, quoi. Elle doit promouvoir le voyage. Ok. Et il y a notamment, ça on voit ça dans la bande-annonce aussi, donc je spoil pas. Elle fait un faux film du voyage sur la Lune. Ok. Donc ça c'est une rumeur persistante que Kubrick aurait réalisé en faux allumage. Mais ce serait lui en fait qui aurait élaboré, quoi, et qu'il n'y a jamais eu de vrai voyage vers la Lune, que tout était un montage. Même et dans que Interstellar, tu te souviens au début du film, quand Matthew McConaughey, il y a la prof qui lui dit il n'y a jamais eu d'alunissage, quoi. C'est ça. Donc cette rumeur, comme tu dis, est persistante, hein. Il y a quand même une partie des gens non négligeables qui a soit un doute, soit qui croient qu'il n'y a jamais eu de mission spatiale sur la Lune réussie, quoi, ou en tout cas réelle. Donc ce côté-là est vrai. Et Tintin, on va dire, c'est presque ça met, je vais pas dire que ça rajoute au doute, mais il y a le côté, tiens, la fiction est arrivée avant, et en fait ça reste que de la fiction, quoi. C'est quelque chose de pas possible, quoi. Quand je regarde des albums, en fait les thèmes des albums d'Hergé en général, par exemple dans Conk en stock qui parle de l'esclavage moderne, mais vraiment l'esclavage, quoi, de la traite des gens, enfin par bateau, de personnes depuis l'Afrique vers d'autres pays, ou quand on parle de l'or noir avec les enjeux de pétrole ou des choses comme ça, Hergé n'a jamais eu vraiment peur. Ben justement, c'était quand même son thème de Tintin contre les bandits, Tintin qui combat les injustices, Tintin qui trouve des scoops dans le monde, aborde beaucoup de thèmes difficiles, quoi, et rend ses aventures avec des thèmes extrêmement difficiles quand même. Il les simplifie, ça c'est complètement vrai, mais il les rend accessibles aux gosses, quoi. Et donc c'est un côté, ça passe complètement par-dessus la tête quand on le lit à moins de 10 ans, mais quand on le relit une fois adulte, on se dit, ok, ben, en fait ça a un sens, c'est Tintin, c'est pas pour rien que je les aborde, il ne fait que les aborder, mais malgré tout, je crois qu'il était très conscient de son époque, et qu'il savait mettre en fait l'essentiel de ce qui représentait les années. Et là je reviens sur le côté espionnage, aller vers la Lune, les projets et tout ça.
il arrivait en fait à mettre en album l'essentiel en fait des années qu'il était en train de traverser, quoi. Et que ces sujets qu'il aborde sont beaucoup moins inoffensifs et beaucoup moins stupides que ce qu'on pourrait penser de ce qu'on se dirait c'est de la BD pour gosses, quoi. Pas du tout en fait, c'est de la BD pour un peu tout le monde, quoi. Je sais pas si toi t'as eu cette impression que peut-être que ça a peut-être été moins été la réputation de Tintin, quoi, d'être que pour les petits, quoi. Plus ça a peut-être été plus l'impression pour des Spirou, des Gaston, des autres choses, quoi, pour la BD de Marcinelle, que pour le côté ligne claire qui a toujours été un peu plus sérieux, quoi. Non, j'ai jamais pensé ça. Il y a eu le passage du dessin animé. Oui, qui est excellent, quoi. Oui, oui. Et ça, j'ai essayé de revoir ça maintenant et ça passe pas vraiment. Je préfère relire les albums BD. D'accord. Quoi. Ben moi, je trouve que les dessins animés, je suis d'accord que je préfère la bande dessinée, hein, mais je trouve que les dessins animés, globalement, sont des énormes réussites aussi. Je trouve la série Tintin formidable, en fait, pour ce que ça a été fait. Pareil, elle est encore visible maintenant par les gosses, et ça est tout à fait regardable, quoi. Tu trouves que la série est peut-être plus pour les gosses, ou plus trop simple? La dessin animé? Ouais, dessin animé. Ouais, peut-être. Ouais. Ok. Ouais. Ce que je peux comprendre, mais voilà. Ouais, t'as jamais pensé que la BD était... Non, non. Surtout que depuis que j'ai relu... que j'ai lu les Charles Burns, Chris Ware, oui. J'ai revu les Tintins d'une autre façon, quoi. Tintin est abordé dedans, en fait? Pas vraiment, mais... plutôt dans les interviews qui faisaient le rapport de certaines choses dans ces BD avec les BD de Tintin. Quoi. Et comme tu disais, le visionnaire, je crois que Charles Burns avait un des premiers Tintins qu'il a lu, c'est justement l'Étoile mystérieuse. Oui. Et il a vu vraiment ça comme un truc surréaliste et ils sont plus ou moins inspirés pour certains de ses albums. Quoi. Quelqu'un en plus, hein, je crois que ça a déjà... Il n'était pas encore dans le RG, donc pour revenir, a eu en fin de vie une période paranormale. C'est déjà un tout petit peu le cas dans l'Étoile mystérieuse. Il y a le côté fin du monde et est-ce qu'on doit croire dans les prophètes et dans le côté catastrophiste lorsque une météorite arrive sur la Terre, est-ce qu'on risque la fin, des choses comme ça. Il y a un côté un peu mystique qui est mis là-dedans et surréaliste aussi en soi, mais ça reste encore léger, quoi. Mais c'était déjà présent. On le retrouvera, le côté paranormal, vraiment beaucoup plus... Dans une autre vidéo. Dans une autre vidéo, mais dans les albums Tintin au Tibet ou Vol 747 pour Sydney. Donc sur les derniers albums de Tintin. Merci Larranger. Merci Fabrice.